Salut les pirates, c'est qui? C'est ton Capitaine Crochet dans le nouveau studio. Eh ouais, hein, 23e déménagement en 16 ans. On fait ça bien. Euh, les amis, trêve de plaisanterie, mais faut quand même se remettre en jambe avec une soirée box qui arrive plus vite que prévu. Enfin, non, qui arrive à l'heure prévue. Pourquoi je dis ça? Euh, faut se mettre en jambes, comme vous le savez, mais avec la fête mexicaine de septembre, le 14 septembre, le combat de Canelo qu'on suivra malgré tout, j'ai envie de dire, mais cela ne veut pas dire que toute l'histoire de la soirée sera fixée sur Canelo. Il y a un autre combat. Alors, est-il enthousiasmant? L'attend-on avec impatience? Ça, c'est une autre histoire. Je ne le pense pas vraiment, mais une affiche qui est un duel qui révèle quand même euh, un ou un passage de témoin ou le passage du Rubicon, devrait-on dire, de toute une génération, de tout un chapitre de boxe des années 2000. C'est évidemment ce combat entre Erislandy Lara et Danny Garcia chez les poids moyens pour un titre. Voilà, il vaut ce qu'il vaut ce titre, le titre de WBA. Est-on étonné que ça soit eux qui soient derrière? Je ne le pense pas non plus. Alors, on y reviendra, euh, mais quelque chose, mais euh, une affiche qui dit beaucoup d'une génération qui naturellement s'évapore, naturellement disparaît et qui propose comme ça une affiche un petit peu sortie de nulle part. À un autre niveau de staritude, de boxe, d'aura, cette affiche me fait un peu penser à ce qu'on avait vécu entre Roy Jones et Félix Trinidad, même si quitte à choisir, je prends tous les jours de la semaine Roy Jones contre Félix Trinidad. Mais toujours est-il que c'est un combat qui va être révélateur révélateur du crépuscule des idoles. Euh, et un combat qui m'apparaît extrêmement compliqué pour un homme, Danny Garcia, même si des deux, c'est celui que je préfère, et je vous conseille cette discussion Hall of Fame, oui, cette discussion Hall of Fame de Danny Garcia qu'on avait fait avec 130livres.com, dois-je le rappeler, je le mettrai le lien ici ou ici ou ici, enfin bref, tu cliques dessus. Si tu ne l'as pas encore écoutée, je pense que elle sera très intéressante à être écoutée avant le 14 septembre. Mais toujours est-il que cette affiche, Danny Garcia, c'est pas vraiment le sujet, mais Erislandy Lara, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que Erislandy Lara, il est toujours là en fait. Il est toujours là. Il est là euh, depuis sa découverte en 2011 et euh, n'a jamais changé finalement la perception ou plutôt le rapport, le sentiment qu'il a produit, cette perplexité constante pendant plus d'une décennie sur comment appréhender, comment réfléchir et comment considérer Erislandy Lara. Il reste finalement le mystère Lara. Et un mystère qui, je pense, vient aussi d'un démarrage d'histoire pour le grand public qui qui s'est fondé sur ou une méconnaissance qui s'est pas une méconnaissance mais qui s'est fondé sur presque un quiproquo. Alors oui, Erislandy Lara, c'est un petit peu la caricature du boxeur cubain, c'est-à-dire vraiment l'élite amateur. Je crois que c'est en 2005 qu'il est champion du monde amateur. C'est évidemment de departure, comment dire, l'exil
face à cette île apparemment magnifique, cet havre de paix qui est Cuba, où pour avoir une meilleure vie, on est obligé de s'enfuir et d'être excommunié. Donc, je crois qu'il passe par la Turquie, à vérifier s'il passe par la Turquie ou l'Allemagne, comme beaucoup d'autres ont fait. Et il s'engage évidemment dans une carrière professionnelle qui va s'établir très très vite, au bout de peut-être son deuxième ou troisième combat du côté des États-Unis, et, euh, et qui fait que Lara va être le boxeur cubain, presque comme je vous le disais tout à l'heure, dans sa caricature. Voilà. Mais même si il y a une accumulation de victoires pour le faire grimper dans les rankings, il est très bien managé par son manager. Je crois que c'est de Cuba, justement, ironie du sort, qui s'occupe de lui. Encore une fois vérifié, qui à l'époque un jeune manager et tout ça, avec un look très cubain, si on peut dire. Et vous reconnaîtrez directement. Et à noter aussi qu'il passe quand même une épreuve sur laquelle beaucoup se sont cassés les dents, c'est Darnell Boone. Darnell Boone, le gatekeeper, le magnifique journeyman que la boxe moderne ait connu. Il les aura tous affrontés à quel que soit le poids. Darnell Boone qui aura affronté Adonis Stevenson, à André Ward, à Erislandy Lara, et il passe le test. C'est un vrai test, Darnell Boone. Ça, c'est à considérer. Mais arrive la saison, si on peut dire, 2011-2012, où Erislandy Lara va se faire connaître en donnant un combat extrêmement compliqué, extrêmement frustrant, extrêmement âpre à pour moi et pour beaucoup un géant de la boxe qui est Paul Williams the Punisher. Paul Williams the Punisher qui peut-être est à cette époque déjà peut-être sur le déclin, et qui est longiligne, ce poids Walter, enfin bref, qui est passé des Walter jusqu'au moyen, etc. Mais gaucher, incroyable. Moi, on a rêvé Paul Williams dans ces années 2000. On a vraiment, voilà. Et là, il arrive sur Erislandy Lara, le gaucher cubain typique, on peut dire, avec et qui va réussir, surtout avec un excellent timing et dans un entre-deux en termes de vitesse, à frustrer totalement et contenir les attaques de Paul Williams, à répliquer, à devancer ses attaques. C'est un combat âpre, c'est un combat véritablement compliqué, mais c'est un combat qui manifestement, et c'est assez surprenant à l'époque, franchement c'est surprenant, qui est manifestement dominé par Erislandy Lara, ne serait-ce qu'au point même Harold Lederman Arnold Lederman, qui malheureusement manque beaucoup aujourd'hui à une scorecard qui va véritablement dans ce sens. Mais Paul Williams, peut-être puisqu'il est un nom, puisqu'il est le nom de la soirée, etc., sera sauvé par ces fameuses scorecards, et qui va tout de suite, et je pense que c'est très important, donner une sorte de réputation à Erislandy Lara, celui qui s'est fait voler. Voilà. Et finalement, ça démarre la carrière véritablement promotionnelle et sur le stage, sur la grande scène internationale, donc américaine, donc HBO, etc. Ça donne le ton, en fait. Ça va coller un petit peu comme une étiquette qu'on n'arrive pas à se débarrasser à Erislandy Lara, ce sentiment de boxeur volé, de boxeur gaucher, comment dire, on va dire compliqué, ou plutôt félin, si on peut dire. Ça va aussi beaucoup tourner cette idée. Et voilà. Autre presque quiproquo, c'est qu'il va enchaîner avec
selon moi, sa grande victoire contre un fils d'eux, Ronald, Ronald Hearns. Ronald Hearns, fils de Thomas Hearns, qui était aussi un profil qui ressemblait à un profil de Paul Williams, extrêmement grand pour sa catégorie, pour un super welter extrêmement grand. J'ai eu l'occasion de voir de mes propres yeux boxer Ronald Williams quelques années quelques années auparavant en sous-carte de Lucien Boutet à Montréal et c'était quelqu'un qui avait donné forte impression, même si il est vrai, dans mon souvenir, même si je vous parle vraiment de souvenirs qui sont devenus maintenant très très vagues, évidemment ça remonte à longtemps, et je crois me souvenir que j'avais vu aussi un moment de faiblesse de la part de Ronald Hearns pendant son combat, même si on sentait que ça frappait de fou aussi. Et puis ce qui va se passer, c'est un truc incroyable parce que, comment dire, Hearns, fils, c'est quand même très compliqué. L'approche pour le boxer est très très compliquée. Et là, on s'aperçoit que Rislandy, il a quelque chose, il a une gauche très très sèche. C'est peut-être pas la plus grosse gauche de la boxe, c'est pas Gervonta Davis, mais il faut pas la prendre quand même, cette gauche. Il faut pas la prendre. Voilà. C'est une gauche très sèche et Ronald en fait des frais tout de suite. Et donc là, on a une sorte d'upset, quelque chose de complètement surprenant, c'est que premier round, c'est fini. C'est fini, il se fait knocker et c'est extrêmement surprenant. C'est extrêmement surprenant. Et donc, Erislandy Lara est complètement lancé, très très bien, comment dire, assis dans sa catégorie des super Walter dans laquelle il va faire la majorité de sa carrière, l'immense majorité de sa carrière, et il est extrêmement lancé pour devenir une sorte d'épouvantail, c'est-à-dire le mec véritablement impossible à boxer. Et donc les victoires s'enchaînent jusqu'à une nouvelle, si l'on peut dire, une nouvelle succession de combats extrêmement importants. Un combat clé, c'est le combat contre Alfredo Angulo. Alfredo Angulo, qui à cette époque-là est véritablement dans la force de sa carrière. Alfredo Angulo, qui est peut-être pas le plus grand des techniciens lui aussi, mais qui est un frappeur. J'ai encore une fois eu l'occasion de voir Alfredo Angulo vraiment dans c'est un grand creux de sa carrière. Il lui restait quelque chose, c'est la conviction de sa frappe, et on le sentait. On le sentait, même dans les premiers rangs, on le sentait. Et ça ne démord pas donc dans ces grandes années, je vous parle 2012, 2013 et tout ça. Angulo sur un crochet sec, lui aussi, va knocker et va faire très mal à Erislandy Lara, qui va réussir à survivre dans un combat. Encore une fois, c'est toujours âpre et assez violent. Les deux hommes sont défigurés, et Angulo quelque part se doit de se résoudre à un abandon, mais quand on voit son visage, on ne peut que acquiescer. Cet homme aurait certainement, s'il avait continué, perdu un œil ou quelque chose comme ça devenait inquiétant. Mais bon, il s'en sort bien, Erislandy Lara. Puis, Austin Trout, lui aussi gaucher, lui aussi extrêmement compliqué à boxer, dans un combat où là on peut dire d'escrime, gaucher contre gaucher, véritablement duel de jab, duel de timing, et à ce jeu-là, alors que Austin Trout avait pris comme sparring partner principal quelqu'un qu'on a interviewé sur cette chaîne, Willie Monroe Jr., qui nous rappelle tout ce camp d'entraînement dans cette interview à l'époque, sur le camp d'entraînement de Austin Trout pour préparer Erislandy Lara, et comment Willie Monroe Jr. essayait de imiter à la perfection Erislandy Lara pour préparer Austin Trout, et ça n'a pas suffi.
Et Lara s'en sort bien dans des combats là, presque Laraesque, c'est-à-dire il y a beaucoup de mouvements, presque dans un sentiment, et c'est pour ça qu'il va aussi désespérer beaucoup de monde, puisqu'il y a énormément de mouvements chez Risland Lara, c'est-à-dire qu'on ne reste jamais statique, on ne reste jamais en face, donc on dit qu'on sort la mobilette un petit peu, et que on est dans des attaques strictes dans lesquelles on sort le plus vite possible. C'est cet aspect amateur, si on peut dire, mais cette philosophie de boxe proprement que, alors j'ai dire proprement cubaine, plus que cubaine, mais proprement de gaucher que Arislandi va appliquer, qui commence vraiment à nous les gonfler menus aussi, puisque elle, elle vient, si vous voulez, elle vient se confronter à finalement le désir profond du public de la boxe professionnelle, qui a un désir de combat et d'impact et de kill or be killed. Et évidemment, la notion, alors c'est une notion extrêmement compliquée en boxe, notamment en boxe professionnelle, mais qui existe quand même auprès du public, c'est la notion de plaisir. La notion de plaisir. Hein, on dira aujourd'hui du kiff. A-t-on un véritable kiff à regarder les combats d'Erisland Lara? Étudier est une autre chose. Si vous êtes un sweet scientist, et surtout si vous-même vous êtes un gaucher et que vous avez besoin d'apprendre des maîtres, j'en conviens. Il est important d'étudier Erisland Lara, mais en tant que plaisir de spectateur, d'auditeur, c'est une autre question. Erisland Lara fait-il est-il plaisant? C'est une question compliquée. Voilà. Mais finalement, le pic de carrière, mais le pic médiatique, et ce qui va emporter la chose, c'est finalement un match-up qui est un match-up assez merdique en fait, mais qui a été un des combats de l'année 2014, très attendu, en juillet, date un petit peu inhabituelle pour Canelo Alvarez, qui est déjà la star de la boxe. N'oubliez pas, allez revoir aussi ma discussion Canelo Alvarez que j'avais fait avec Culture Box, c'est que oui, Mayweather est toujours dans le game, oui, on est d'ailleurs sur des très beaux combats contre Maïdana, enfin des combats importants qui avaient déjà une très grosse portée contre Maïdana, mais le passage de témoin était déjà fait dans le business. C'est-à-dire que, oui, le taulier est toujours là, mais on sait déjà quel sera le nouveau visage de la boxe quand le taulier partira. On sait que c'est Canelo. Et donc c'est important. Et ce combat, finalement, un combat qui va faire couler beaucoup d'encre, mais encore une fois, qui ne fera pas couler beaucoup de plaisir. Combat que soi-disant tout le monde connaît, mais je suis quand même étonné de voir que c'est un combat qui est si étudié. Voilà, mais preuve qu'il a été important. Alors on y voit l'un ou l'autre gagnant. Beaucoup disent que, encore une fois, le caractère, le cliché sur Erisland Lara se répète, mais se répète d'autant plus fort, puisque l'exposition est plus grande. Il a été volé. C'est vrai que c'est un combat qui pousse dans nos retranchements les critères de jugement, et surtout la notion de sport de jugement, puisque là, le jugement est un art en fait. C'est ce genre de combat, le jugement est un art, parce que oui, tu peux avoir des critères de jugement, mais c'est pas suffisant. L'art du jugement est aussi de homogénéiser et de rendre cohérent à la vue d'un combat, face à la réalité d'un combat,
de rendre cohérent tout ton spectre de jugement. Voilà, l'accuracy, l'effectivité, la le volume ou le ring generalship. Toutes ces notions qui sont des notions subtiles qu'on a bien sûr tout le monde a emmagasinées, que tout le monde connaît, mais qui sont toujours subtiles. Et cette subtilité-là, parfois, vient se casser les dents sur ce genre de combat. On peut quand même voir que il y a des runes qui resteront à jamais compliquées. Compliquées pour qui? Pour Canelo. De mémoire, vérifiez quand même de mémoire, il y a un 11e round où si Canelo avait réussi à le dominer, peut-être que le combat aurait pu basculer, etc. Moi, je pense que finalement, euh, le style et la philosophie profonde de Erislandy Lara, qui, comment dire, de façon très cérébrale, s'empêche lui-même à toute générosité. Effectivement, qui dit générosité, qui dit prise de risque, fait que je ne crierai pas avec les loups sur le fait d'être encore volé. C'est une défaite. Alors voilà. Alors que effectivement, peut-être que la chose la plus honnête ou la plus juste aurait été de tourner vers un match nul. Voilà. Mais c'est toute la question avec Erislandy Lara, c'est que quand si tu vas pas la chercher la victoire et que si tu vas pas ce surplus de générosité qui montre à tout le monde que tu vas chercher cette victoire, euh, ben je comprends qu'on n'est pas enclin de te la donner. Voilà. Mais toujours est-il que ça prête à discussion et ça prêtera toujours à discussion. Ce combat, finalement, restera pour cette question bien plus que pour l'émotion qu'il donne. Voilà. Puis ça a été une douche froide aussi pour Canelo parce que comment dire, ça c'est pas notre problème aujourd'hui, mais comment dire, la sensation n'était pas bonne et et, et ça pataugeait un petit peu pour voir le nouveau regain de ce boxeur de légende. Mais voilà, même pour un boxeur de légende, être en face d'Erislandy Lara et boxer Erislandy Lara, c'est compliqué et c'est surtout frustrant. Frustrant. Et donc c'est ça qui reste d'Erislandy Lara. Et Erislandy va continuer sa carrière, va continuer à avoir des victoires contre Richie Smith, mais des victoires un petit peu qui se ressemblent un peu tous. Les quelques KO qu'il arrive à mettre sont face à une adversité beaucoup moindre, et sinon ça finit toujours en décision, dans des combats honnêtement assez soporifiques et totalement oubliables, hein, totalement oubliables, jusqu'à le tournant. Là encore, j'ai cette chance incroyable d'être témoin d'un combat qui restera dans l'histoire de la catégorie. Les Super Walter, Heard pour une unification de titres. Heard et Lara s'affrontent à Las Vegas. Ton capitaine est sur place et on sent que quelque chose va se passer. J'ai la chance de pouvoir observer tous les clans avant et pendant l'événement et même après. Voilà, dans un duel qui sent la poudre et avec beaucoup de tension. Euh, et on sent que ça peut être un grand combat. Toujours est-il, ça peut être un grand combat mais il faut être deux pour le faire. Et là, dans une soirée qui me fait réaliser à quel point cette catégorie est, est vraiment à part. Je vous conseille toute la playlist qui existe, qui est toujours disponible sur la chaîne, sur cette soirée de Las Vegas. Vous trouverez les vidéos, vous trouverez les images exclusives. Évidemment, allez vous y replonger. C'était il y a déjà 6 ans, mais
allez vous y replonger. Mais je comprends euh, en réel que les Super Walter est une catégorie absolument à part. Certains diront bâtarde, mais absolument à part puisque c'est une catégorie qui se joue de son propre poids. Je n'ai jamais vu des réhydratations aussi splendides. Voilà. Et pas que des deux protagonistes, mais de tous les Super Walter que j'ai pu voir ce soir-là. Il y avait aussi d'autres de calibre mondial, hein, entre Julian Williams, Nathaniel Gallimore et d'autres. Et je compris que les Super Walter, c'est une catégorie, peut-être une des catégories les plus dures. C'est toujours un cliché de dire ça. Toute la boxe est dure dans son ensemble, mais une des plus dures puisque en fait, ce sont des mecs qui sont de très beaux bébés. C'est quand je dis beaux bébés, c'est-à-dire des poids moyens qui arrivent sur le ring en étant des poids moyens et en boxant comme des poids moyens, voire plus. Combat absolument incroyable. Donc j'ai eu la où je vous ai souvent narré, que ça soit aussi avec mes interviews avec Michel Soro. Et finalement, combat absolument incroyable, puisque de American Dream, ça c'est très ironique, quand lui et ni même son clan ne parlant anglais, à l'époque il est avec Ronnie Shields, pendant longtemps Ronnie Shields qui arrivera à vraiment maîtriser ce petit joyau qu'est Erislandy Lara, mais en ce mois de avril 2018, Erislandy Lara choisit, peut-être forcé par le destin, c'est-à-dire un ring beaucoup plus petit que son ring contre Canelo, et par quelqu'un en face de lui qui va le chasser avec détermination pendant chaque instant, Jarrett Hurd, eh bien, Erislandy Lara devient généreux. Il fait sa boxe de mouvement, sa boxe de in and out, sa boxe de combo et disparition, mais il réplique. Et surtout aussi, même si le début de combat est pour lui, il souffre et il va souffrir très vite, comme je vous le disais avec Michel. Il va souffrir très vite et donc le combat va devenir absolument démentiel et avec un ultime round tel un scénario hollywoodien où Jarrett Hurd qui chassait Lara autant qu'il chassait son retard. Arrive à knocker, et c'est extrêmement rare, je crois que seul avant ça, seul Angulo avait réussi à le faire, arrive à knocker Lara. Et Lara, il faut le dire, ce round est pour moi l'un des rounds de l'année, de 2018, et ce combat est un combat de légende de la catégorie. Lara va résister pour entendre la cloche et va être grand de résistance, extrêmement généreux. Voilà. Un Lara qu'on n'a pas vu avec, regardez cette photo qui est absolument sublime, ce Lara-là. Et on se dit, voilà, il est allé au bout de la chose. Et finalement, c'est assez ironique, mais on pourrait penser que c'est la date de fin. Le combat est si violent, je peux vous dire que ce combat a été si violent, ne serait-ce qu'à assister, qu'on se dit, c'en est fini pour Erislandy Lara. C'en est absolument fini. Et comme souvent en boxe, cette soirée-là est une soirée, est une date charnière pour les deux. Et c'est pas le vainqueur qui aura un futur plus glorieux que le perdant du soir. C'est arrivé à Wilfried Benitez,
quand il gagna contre Roberto Duran. C'est arrivé dans plein d'histoires de boxe, mais ce combat sonne bien plus comme la fin de Jarrett Hurd. Et finalement, comme, eh bien, non pas une renaissance, mais un nouveau chapitre pour Erislandy Lara qu'il va mener enfin tacticien et surtout accompagné d'une équipe promotionnelle qui va réussir à complètement diriger sa carrière. La nouvelle direction de sa carrière va être basée sur un contrôle, enfin, on va pas dire un contrôle, mais sur l'optimisation de sa position dans le game, grâce notamment à son manager et surtout PBC. Voilà. On est en 2019 et arrive un combat que je devais aller voir, je devais prendre la route pour aller voir parce qu'il était au Minnesota, contre un des frères Alvarez. Voilà, dans un mismatch complet, mais où était l'intérêt en 2019? Il était dans l'intérêt de récupérer une ceinture et la valeur plutôt d'une des ceintures WBA qui appartenait à notre Michel Soro national. Et par un coup de baguette magique qu'on vous a expliqué dans une émission spéciale, dans une vidéo, sur cette arnaque de la WBA qui finalement a siphonné sa propre ceinture des mains de Michel Soro et des gens qui s'occupaient de la carrière de Michel Soro à cette époque-là, pour redonner à Erislandy Lara, parce que évidemment, le milieu PBC, Erislandy Lara, et ben finalement, c'est plus vendeur et c'est du meilleur business. Voilà. Dans une époque 2019 où Lara devient une sorte de caution, je connais la boxe, moi je connais la boxe, de la part du public et surtout des médias français. Voilà pourquoi. Puisque avec Michel Soro, l'espoir de le voir contre un nom, et Lara est devenu un nom par les médias, est là. Et on se dit, mais est-ce qu'on pourra le faire venir, etc. Et on fait dans les milieux autorisés et les gens autour de Michel le font perdurer cet espoir. Et Vlatipa que beaucoup disent ouais non mais Lara non c'est grand et tout et puis on va y arriver. Bon, on a bien vu ce que ça donnait. Hein, je pense que il y avait un jeu de dupes à cette époque-là dont malheureusement on désespérait nous parce qu'on sentait la douille. Mais voilà, la fantasmagorie de Erislandy Lara contre un boxeur français a été très forte en France à partir de là. Et d'autant plus que Lara va avoir une sorte de renouveau, alors attention toujours relatif, mais renouveau contre Brian Castano. Brian Castano qui, lui, est venu 2 fois en France affronter nos super Walter, nos meilleurs super Walter, et donc qui s'est fait connaître du public français. Et à New York, il y a Lara contre Castano, qui vaut ce qu'il vaut, qui finit en match nul, pas pas malhonnête. D'ailleurs, Michel nous en parlait. Et ton avis sur le Lara Castano qui a eu lieu et ce match nul? Donc je dise mon avis. Vas-y. Quand j'ai regardé le combat en direct, les boules, je donnais Lara gagnant. Ah ouais? Ouais. Mais ouais, sans discussion. Moi, en direct. Après, tu sais, j'ai re-regardé une deuxième fois le combat. Et c'est plus serré que je le pense. C'est très partagé les avis. Même mon entraîneur, Abel, il pense que Castagno a gagné. Comme d'autres boxeurs pensent que Lara a gagné. Ça, tout dépend du style de boxe que tu aimes. Malgré la décision, montre un retour en forme d'Erislandy Lara qui revient à ses fondamentaux, qui revient au Lara qu'on a connu et qui ne perd pas le fil, ne divague pas, malheureusement pour nous, dans la générosité comme il l'a fait un soir d'avril 2018. Voilà. Et c'est donc un Lara
qui est en total contrôle et dans souvent des mismatchs, va finalement être un de ces boxeurs qui, à la différence de beaucoup, va gérer de main de maître cette période Covid. Cette période Covid, il va pas plus boxer que les autres, mais il se refait un petit pécule, il se retrouve et dans une nouvelle catégorie, les poids moyens, mais est-elle si nouvelle que ça? Eh ben, va avoir plusieurs victoires contre et des victoires en fait significatives qu'on n'attendait même pas, notamment contre O'Sullivan, mais lui-même qui a toujours perdu contre des vrais noms, faut-il le noter, hein, faut relativiser le renouveau de Lara, évidemment. Et bref, Lara qui devient quarantenaire et qui en fait fait fructifier une ceinture qui vaut ce qu'elle vaut, hein, la ceinture. Voilà. Mais voilà, il en a une et puis il a des victoires, il a même des KO avec sa gauche qui reviennent contre qui encore une fois. Là encore, on peut dire un gros KO contre Zerafa. Mais Zerafa, ça sera jamais, c'est pas c'est pas l'élite et ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais. Voilà, mais des chaos spectaculaires, toujours dans des sous-cartes. Ça se passe finalement à merveille et donc on arrive finalement à peut-être une possible porte de sortie pour Arislan Lara ou peut-être un dernier grand combat sur un match-up de nom entre encore une fois lui et Danny Garcia où malgré tout il m'apparaît comme grand favori. Danny Garcia n'a pas boxé depuis 2022, depuis juillet 2022. On sait qu'il a eu des problèmes, que Danny Garcia, bon, comment dire, il est en pré-retraite depuis bien trop longtemps. Il n'aura aucun rythme dans une catégorie les poids moyens qui n'est pas sa catégorie. Il vient des super légers. Il vient des super légers. Alors évidemment avec l'âge, évidemment, tu prends en poids, tu ne peux plus faire le poids plutôt, ce qui est normal, quoique les grands professionnels auraient toujours réussi à le faire. Hein. Mais voilà, et puis la boxe, même à 40 ans de Lara, fait que je vois très mal Danny Garcia arriver à lui rentrer dedans comme il le faut, à cet âge-là et tout ça. On va, on, il y a de fortes chances qu'on assiste à une purge. De fortes chances. On regardera quand même, entre nous, j'aurais pas de déplaisir à voir Danny Garcia gagner. Je n'y crois vraiment pas. Si l'un des deux est en rythme ou est dans un minimum de rythme, c'est évidemment bien plus Lara que Garcia. Et donc, on a ça en sous-carte de Canelo, qui va être évidemment survendu pour dans les médias dans les quelques jours qui arrivent avant le combat pour essayer de faire buzzer. Mais ça dit quand même quelque chose. Ça dit quand même quelque chose d'une figure. Erisland Lara a été un nom qui a été dans toutes nos discussions box, dans nos débats box, qui a fait débat, dont les combats font et feront toujours débat, et qui révèle là encore un mystère, c'est-à-dire notre perception, notre appréhension du phénomène reste encore euh, impactée par une sorte de doute. Ai-je compris le Erisland Lara? Et moi-même qui l'ai vu boxer de mes propres yeux, alors moi je trouve dans sa soirée la plus combattante et la plus digne et sur laquelle je vous dis il m'a conquis ce soir-là. Mais a-t-on véritablement fini de comprendre ce boxeur atypique parce que finalement on n'arrive pas à le comprendre. On ne sait pas qui il est vraiment. Je pense pas que ça soit quelqu'un de super sympa, par exemple. Moi, j'ai pu non pas le communiquer avec lui, mais j'ai pu l'observer. Euh, qui qui euh, qui est un boxeur de calcul, extrêmement calculateur, à la générosité interdite,
à part une exception, mais à la générosité interdite, et qui a été une sorte euh, de prête-nom pour un petit peu faire le comment dire faire le kéké qui se connaît dans des débats box. Voilà, c'était un petit peu la carte. Allez, on parle vraiment. Voilà, moi je connais vraiment la boxe en ce moment. Je te sors la carte Eris Lara. Toujours est-il que c'est quand même 15, enfin à peu de choses près 15 ans dans l'échiquier mondial et c'est pas rien. Et finalement, c'est un point d'interrogation qui était là pendant très longtemps. Il y a une sorte de mystère qui restera. C'est assez intéressant à réfléchir. Ça n'a pas été kiffant à regarder, mais il faut l'avouer, c'est surtout si vous êtes boxeur et surtout si vous êtes gaucher, c'est à étudier. Vous ne pouvez pas passer à côté. Le 14 septembre, qu'en sera-t-il d'Eris Lara et que restera-t-il après le 14 septembre? Eh bien, on verra bien, évidemment, mais c'est quand même, je pense, la question à se poser pour cet autre combat du 14 septembre. Allez étudier toutes les vidéos que vous trouverez sur la playlist ou qui ont été en lien avec cela pour vous faire une meilleure idée. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures box, évidemment. Portez-vous bien.